Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire d'INAIOL. Je suis Stéphane de Saint-Albin. Merci de nous joindre aujourd'hui. Cette partie de webinaire a été réenregistrée à l'issue du webinaire suite à une erreur pendant le webinaire. Donc vous trouverez un petit moment de flottement au niveau du slide numéro 14. Je vous prie de nous en excuser. Cette présentation a eu lieu avec Guillaume Rix, responsable en vente et consulting pour les pays francophones. Et donc, pendant cet enregistrement, eh bien, nous avons pris un certain nombre de questions et nous y avons répondu sur la fin, ce que vous ne pourrez pas faire en réécoutant, bien entendu. L'agenda, on va commencer par un petit point sur l'acquisition de Denial par Rohde & Schwartz Cybersecurity, qui a été annoncée au mois de janvier dernier. On rentrera ensuite dans le cœur du sujet avec le défi de la sécurité pour les équipes DevOps, et l'essentiel de la présentation qui portera sur comment les équipes DevOps peuvent utiliser des outils de sécurité applicative pour optimiser leurs efforts, créer des applications qui soient à la fois qui répondent au cahier des charges en domaine de l'agilité, de la performance, mais aussi de la sécurité. Un petit point sur la fin sur d'autres nouveautés à l'occasion de la sortie de Denial WAF 6.3. Qui ne sont pas relatives à l'automatisation, et puis enfin quelques points de conclusion et la réponse à vos questions. Alors un point d'abord sur Denial, suite à l'acquisition de la société par Rohde & Schwartz Cybersecurity, une nouvelle division de la société Rohde & Schwartz, société privée allemande, que nous avons annoncé il y a déjà 3 mois maintenant. D'abord un point sur la performance de la société en 2016, qu'on a un petit peu passé sous silence, qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de développer la dernière fois qu'on a émis un webinaire comme ceci. Sachez que l'année 2016 est jusqu'à présent la meilleure année que Denial n'ait jamais connue en 15 ans d'existence, avec une forte croissance de ce qu'on appelle le nouveau business, c'est-à-dire la capacité de la société à convaincre de nouveaux clients. On a gagné la confiance de 54 nouveaux clients en 2016, dont 33 en dehors des frontières nationales, qui représente une croissance de plus de 50%, avec des succès dans tous les secteurs d'activité. Comme vous pouvez voir ici, un panel de nos clients, à la fois dans les services financiers, dans le commerce, dans les biotechnologies, dans la banque, l'assurance ou le service de l'État. Donc ça, c'était un premier point important, je pense, à rappeler. La société se porte bien, a eu de bonnes performances en 2016, et nous continuons sur cette lancée. Alors ensuite, depuis l'acquisition de Denial par Rohde & Schwartz Cybersecurity, il me semblait important de faire un petit point sur comment Denial s'insère dans cette organisation. On va avoir 3 contributions principales. La première, c'est de continuer à élaborer les produits que vous connaissez, les produits WAF, de la famille Denial WAF, mais aussi Vulnerability Manager, et ce, dans l'objectif de fournir le marché mondial que Rohde & Schwartz Cybersecurity a l'intention d'adresser, avec des produits de qualité, innovants, et qui vous permettent de répondre à vos besoins. La deuxième responsabilité qui va être la nôtre dorénavant au sein de Rohde & Schwartz Cybersecurity, c'est celle d'être le moteur commercial et marketing des produits de l'ensemble de l'offre Rohde & Schwartz Cybersecurity dans la région Europe du Sud, EMEA du Sud, donc Europe, pays francophones, sud de l'Europe, avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique, et l'Afrique du Nord en particulier, jusqu'au Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire que l'équipe allemande de Denial fait désormais partie de l'équipe de Rohde & Schwartz Cybersecurity dans la région dite d'Ar, et que nous continuons à travailler ensemble sur les marchés où les deux équipes sont peu présentes aujourd'hui, avec quelques clients néanmoins. C'est le cas en Asie, Sud-Est, c'est le cas aux Amériques, au Canada, au Brésil, etc. Et voilà. Et donc la deuxième
le troisième point, pardon, de contribution d'Inaiol dans cette nouvelle structure, c'est que l'équipe de support technique de d'Inaiol, qui est francophone, puisque basée à Montpellier pour la grande part, va, au fur et à mesure du temps, croire ses compétences, être capable de donner du conseil et fournir ce genre de service à nos clients francophones sur l'ensemble des produits de la gamme Rohde & Schwarz Cybersecurity, que je vais maintenant très rapidement vous présenter, sans rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que Dinaïol a trouvé une place de choix au sein de ce portefeuille de solutions avec l'addition d'une offre de sécurisation des applications qui s'appuie sur notre WAF et nos outils de scan de vulnérabilité et sur lesquels s'ajouteront d'autres produits au fur et à mesure. Et comme vous voyez, donc le portefeuille de Rohde & Schwarz Cybersecurity, ça complète, s'arrondit avec l'addition des produits de Dinaïol pour offrir des solutions de confiance sur l'ensemble du périmètre du système d'information. Voilà, donc pour un petit point sur l'évolution de Dinaïol au sein de Rohde & Schwarz Cybersecurity. On reviendra sur l'ensemble de ces nouveautés ou de ces éléments dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ensuite, DevOps, le cœur du sujet donc, de ce webinaire. On va parler d'abord un petit peu du défi que cela représente d'un point de vue sécurité. Alors, le mot DevOps est de plus en plus à la mode et je pense qu'il est important de réaliser qu'au-delà du côté un petit peu justement actuel, il y a, et cela correspond à un mouvement de fond qu'on a très bien vu, nous, chez Dinaïol, se concrétiser chez nos clients. C'est la nécessité de devenir de plus en plus agile et pour mieux servir les objectifs de transformation numérique de l'entreprise, pour être capable d'interagir avec ses clients, mais aussi ses fournisseurs, qu'ils soient internes ou externes, d'une manière beaucoup plus dynamique. Et donc, on voit qu'un certain nombre d'entreprises s'investissent dans ces modèles-là, réfléchissent et puis ensuite passent à l'action pour casser un petit peu les modes organisationnels passés, qui étaient plutôt où il y avait une certaine séparation l'organisation par silo. Ça, c'est un petit peu remis en cause par cette philosophie qui tente à promouvoir la rapidité, l'évaluation rapide des nouvelles versions, jusqu'au point où on voit bien un certain nombre d'entreprises leaders dans ce domaine parlent de continuous operation, c'est-à-dire d'un système qui est complètement automatisé et qui s'améliore en permanence. C'est-à-dire qu'on passe de cycle de release, de développement logiciel, on va dire, traditionnel à quelque chose qui est quasiment en permanence. Et donc cette évolution, eh bien, elle pose un certain nombre de questions en termes de sécurité. Je vais passer sur ce slide où on vous a interrogé pendant le webinaire sur la pratique de votre organisation, donc une question sur qu'est-ce que DevOps aujourd'hui dans votre organisation, et puis une autre question sur la façon dont la sécurité est intégrée ou pas dans ces process. Je passe dessus parce que vous n'êtes pas en direct avec moi en ce moment, néanmoins, sachez que les résultats étaient très intéressants, on prouvait qu'il y avait il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, qui y réfléchissent et puis qui reconnaissent le besoin pour les outils de sécurité, la capacité pour les outils de sécurité applicative d'apporter des réponses, mais aussi pour le besoin de s'automatiser ou d'embrasser le phénomène d'automatisation, le besoin d'automatisation, ce que nous avons commencé à faire chez Dinaïol. Et donc, l'idée suivante, c'est d'essayer d'intégrer, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour passer de DevOps à DevSecOps, c'est-à-dire pour faire en sorte que la sécurité soit partie intégrante de l'organisation, des process, de l'outillage, et ne soit pas une pensée ou un réflexe secondaire
comme c'est quand même un petit peu encore le cas dans la plupart des cas. La première étape assez évidente, eh bien, c'est de former les développeurs à la sécurité. On aura noté lors de nos échanges sur le formulaire précédent, le questionnaire, eh bien que le problème de la formation de développeurs aux notions de sécurité reste entier et qu'il est indispensable d'investir dans ce domaine, même si ça n'est pas suffisant. Deuxième conseil, qui est souvent relayé par les spécialistes du sujet, c'est de faire en sorte d'embarquer la sécurité, les équipes sécurité, dans le processus interne de réflexion et de création de ces applications. Lors d'une conférence Gartner récente, les analystes invités, et même les RSSI présents, à s'inviter à la table des discussions sur tout ce qui est du domaine de l'agilité pour que la sécurité soit complètement intégrée dès le départ, dès la construction des stories en Agile, en Scrum, jusqu'au déploiement. Et pour la partie déploiement, eh bien, il y a bien entendu des automatismes qui peuvent être mis en place dans les outils de développement agile, mais aussi il y a un grand avantage, intérêt à utiliser les outils de sécurité qui sont utilisés par ailleurs, qui n'ont pas forcément été conçus au départ pour le développement, mais qui peuvent apporter une valeur ajoutée indéniable dans la mesure où il y a de moins en moins de temps qui permettent d'intégrer ces outils-là en aval. Il faut le faire un petit peu plus en amont. Et donc c'est le cas autant pour les outils d'analyse de code source ou de scan de vulnérabilité que pour les outils qui sont en mode protection comme le WAF par exemple, ou même le chiffrement des données, le masquage des données et autres outils de gouvernance. Alors concrètement, lorsqu'on regarde l'impératif de la sécurité des applications, il y a un certain nombre de sujets qui s'imposent. Et le premier, c'est celui de la sécurisation des API et des web services qui sont au cœur des développements modernes. Et donc, on va rentrer dans les détails. Ensuite de quoi, nous passerons aux autres sujets que vous voyez ici sur ce slide: validation, protection contre les attaques man in the middle, autorisation, authentification, lutte contre les robots et réputation de l'utilisateur. Donc sur le sujet des API, il ne s'agit pas de choses très nouvelles. Néanmoins, on voit bien qu'avec les possibilités qu'offrent les technologies modernes comme AngularJS, etc., de plus en plus d'applications sont créées afin d'offrir une expérience utilisateur très riche, qui facilite les interactions, et ce en s'appuyant sur des API qui sont créées, qui sont publiées, mises à jour très régulièrement, presque aussi régulièrement que les applications elles-mêmes, avec les risques que cela suppose, c'est-à-dire qu'avec le risque en oubliant de documenter la façon dont ces API sont construites et comment les droits qui sont associés à ces différents éléments, on prenne le risque de laisser des portes ouvertes exploitables par les attaquants. Et donc la première étape pour, je dirais, s'assurer qu'on ne laisse pas des portes ouvertes trop importantes, c'est ce qu'on appelle la validation, le principe de la liste blanche. Donc l'idée qu'on peut s'assurer avant même d'affiner le développement d'une application, qu'elle est structurée, qu'on a établi en fait les points d'entrée, on a bien identifié la façon dont elle devra fonctionner en intégrant donc les nouvelles technologies qui sont utilisées dans ce domaine. Par rapport à l'ancien format, on va dire plus historique plutôt au niveau API qui était l'architecture SOAP, alors qui marche aussi mais qui est du coup beaucoup plus difficile à documenter et beaucoup moins flexible en termes d'utilisation que ne peut l'être une API qui prêche JSON. Au niveau API REST, typiquement, il y a un format qui sort du lot depuis déjà pas mal de temps, qui est le format Swagger,
Donc on verra justement son utilisation dans les différentes démos qu'on fera dans la suite. Parce que c'est sur ce format-là qu'on se base au niveau du WAF et du scanner de vulnérabilité pour automatiser les choses. Voilà. Et donc, évidemment, on a également le mode d'apprentissage en se basant sur une source sûre, bien entendu, pour apprendre une API ou un site web, pas forcément une API, mais pour apprendre une application à partir de trafic réel. Alors, évidemment, protection contre les attaques man in the middle, bon, classique, utiliser le SSL, ça paraît évident, mais aujourd'hui on a encore c'est assez rare, mais il y a encore de jolis sites bien connus qui utilisent pas SSL, dans des parties de leur site qui devraient pourtant l'être. Alors évidemment, ça demande un peu plus d'efforts et un peu plus de performance au niveau de l'architecture, mais c'est un prérequis aujourd'hui s'il y a quand même, pour mettre en ligne tout service qui contienne de la donnée ou pas, d'ailleurs. Utiliser la saisie des clés, alors ça en fait c'est une traduction de ce qu'on appelle le key pinning, qui permet de s'assurer de l'identification du serveur. On a différents, on a un workflow en particulier qui est sur le workflow repository qui vous permet, en addition d'un script également fourni, de mettre en place une protection à ce niveau-là. On a la possibilité, mais ça depuis longtemps, de chiffrer les données, que ce soit HTTPS ou en web service, de les encrypter, de faire la signature. Là, je parle plus particulièrement sur la partie web service. Signature qui peut être faite sur la totalité de la requête, mais pour ce qui est de l'encryption, on est tout à fait capable d'encrypter seulement un élément d'une requête XML. Typiquement, juste un champ password ou un champ email, on est capable d'encrypter juste cette partie-là dans la réponse à destination du client. On a tout un système de tokens qui va arriver, alors pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui, ça arrive dans la 6.4, donc c'est la prochaine version. Aujourd'hui, on va parler de la 6.3. Tout ce qui est JWT, JWE, JWS, voilà, c'est le système de tokens assez utilisé aujourd'hui et répandu, qu'on va ajouter dans la partie WAF, dans l'option Web Service. Autorisation et authentification, alors simple évidemment par certificat client, ça on fait depuis longtemps. Fédération et délégation, donc SAML, on a un pack SAML que certains d'entre vous utilisent, qu'on met à jour de manière assez régulière. Qui n'est pas de base dans le produit, mais qui vous est accessible sur simple demande, afin de faire des SSO de type SAML. L'authentification haute et l'OpenID, ça arrive dans la 6.4. Ça avait été annoncé d'ailleurs au webinaire 6.2, ça reste au même endroit au niveau de la roadmap, prévu pour la 6.4. C'est bien avancé et on a déjà eu des POC et des démos de la part de R&D là-dessus. Les jetons, je vous en parlais juste avant. Pareil, c'est 6.4, c'est une couche supplémentaire de protection, d'être capable de générer des jetons à la volée et de les rejouer auprès du web service. La remédiation des bots et la réputation des utilisateurs. Alors, bots et utilisateurs, c'est bien deux choses différentes. Le but du jeu, ça va être de les différencier. Pas évident. D'autant plus qu'aujourd'hui, la majorité des bots se font passer pour des crawlers tout à fait légitimes, genre Googlebots. Donc à partir de là, il faut plus jouer sur le comportement du crawler plutôt que sur l'identification même. Il n'existe pas, si vous voulez, de liste blanche de crawlers gentils. Ça n'existe pas, d'autant plus que le jour où ça arrive régulièrement, où Bind ou Google décident de changer les IP de leur crawler, il faut mettre à jour des listes, etc. Donc aujourd'hui, on a je n'aurai pas la démo aujourd'hui, mais elle est tout à fait accessible. On a développé deux workflows spécifiques. Un très brutal contre les crawlers et les bots en général,
installés sans contrainte aucune sur les sites métiers qui n'ont pas d'accès à Internet, donc où le crawling n'est absolument pas nécessaire pour être référencé sur un moteur de recherche. Voilà. Pour ce type d'application qui ne nécessite pas cette reconnaissance des navigateurs, des moteurs de recherche, le workflow va tout simplement refuser. En fait, ça marche par challenge qui sont envoyés, donc dont seuls les navigateurs modernes sont capables de résoudre. Autrement dit, si vous liez ça à d'autres moteurs comme la réputation ou la géolocalisation, vous êtes protégé à 100% des robots et des crawlers, du coup. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui passe, si ce n'est les utilisateurs, vraiment des navigateurs autorisés. Le deuxième workflow, lui, va être moins brutal, puisqu'il va être à destination des sites qui demandent justement ce référencement au niveau des moteurs de recherche. Donc, il s'agit de ne pas interdire le référencement Google, par exemple, pour ne pas se retrouver en bas de la liste, tout en éliminant tout ce qui est spam bots, mauvais comportement, etc. Voilà, donc là, ça va être plus une utilisation que vous pouvez faire. D'ailleurs, le workflow pourrait marcher en version 5, si vous le souhaitez aujourd'hui. Il marche par différentes briques request limiter chaînées qui vont, pour chacune d'elles, lever une alerte. Et puis, lorsqu'on arrive à la fin du workflow et qu'on a passé les 2-3 request limiters, là, le comportement il est juste pas normal pour un crawler de type Google ou autre, légitime en tout cas, même si vous aurez déjà fait penser à lui, etc. Et là, on va tout simplement bloquer ou mettre un captcha Google à l'occasion. C'est rigolo que Google résolve son propre captcha. Ouais, ça marche. Voilà, donc je vous invite à aller voir dans la semaine qui vient le workflow repository. Et autrement, vous pouvez me demander, on fera une démonstration sans problème. Très bien. Donc là, on vient de passer en revue un certain nombre de challenges ou d'occasions d'utiliser les outils de sécurité applicative pour résoudre des problèmes des défis de sécurité. On va entrer maintenant dans la phase un peu plus de démonstration. Donc, on va illustrer avec un certain nombre de nouvelles fonctions des produits, comment les équipes DevOps peuvent intégrer ces outils dans leur process pour être plus efficaces et produire des applications qui sont plus sécurisées par défaut ou par design. Donc, on commence par le menu peut-être Ouais. Voilà. Alors, menu de la démo. Alors, menu des différentes démos. Je vais essayer de vous en montrer un maximum, mais ça va être rapide. On va commencer par la configuration de l'environnement. Donc là, c'est la mise en place de clones au niveau des tunnels. Je vous expliquerai pourquoi on a fait ça et dans quel but. Ensuite, l'apprentissage de l'application, le test du code, donc là ce sera plus sur la partie scanner de vulnérabilité, on verra l'interaction avec le WAF et le but du jeu, la mise au point de la politique, la réduction des faux positifs, vous verrez il y a eu pas mal de modifications à ce sujet, et évidemment la partie reporting, monitoring reporting. Voilà, donc la première démo qui va être assez simple, c'est le clonage de configuration des tunnels. Aujourd'hui, certains d'entre vous, alors je vois parmi les participants, il y a autant de participants qui utilisent suite que de participants qui utilisent Airweb, donc ils sont de WAF différents. Mais vous avez compris, dans la version 6 du jeu, c'est de merger les deux produits, que ce soit en termes de sécurité ou de configuration. Plusieurs d'entre vous qui utilisent Suite ont tout de même des architectures en cluster actif-actif, qui n'est absolument pas intégré dans le produit Suite, donc qui nécessite un load balancer en amont pour répartir la charge sur vos différents serveurs actifs.
Mis à part ce balancer en amont, il faut aussi que vous fassiez la synchronisation, qui n'est pas non plus intégrée, évidemment. Lorsque vous changez un tunnel sur une machine, il va falloir faire la même modification sur la deuxième, la troisième, etc. Toutes les machines qui soient actives. Alors, si vous voulez utiliser l'API SOAP en partie pour faire ça, mais c'est quand même pas industriel. Côté Airweb, on n'a pas du tout ce problème. L'actif-actif est depuis longtemps intégré dans le produit, que ce soit au niveau de l'outing, au niveau de la synchronisation, des conflits de modification sur le tunnel, qu'on appelle une application, mais c'est la même chose, ou n'importe quel élément utilisé par ce tunnel. Donc là, le clonage de tunnel, vous allez voir, c'est très très simple. C'est 3 clics pour être capable de cloner un tunnel sur d'autres machines. Suite à cela, toute modif sur ce tunnel sera synchronisée avec les tunnels clones. Donc je vous montre. Je vais me loguer sur l'interface et je vais prendre n'importe quel tunnel. On va prendre le premier par exemple et vous faites un clic droit, vous avez créé un tunnel secondaire. Et là, vous choisissez la machine. Bon, là, j'en ai qu'une. Pour la démo, j'ai qu'une machine, donc je vais reprendre la même. Vous choisissez le reverse proxy sur lequel, évidemment, vous allez la mettre. Et puis, une IP. Voilà, évidemment, j'ai choisi une IP qui a déjà... Voilà. Donc, vous voyez, le tunnel ici, il est en vert, il est secondaire. Vous pouvez créer autant de tunnels que vous voulez, enfin de clones de ce tunnel. Et maintenant, ils sont forcément liés. Dès que je fais une modification sur un tunnel, vous voyez, par exemple, je choisis mon tunnel DVWA, il va me sélectionner le clone automatiquement lors de l'apply. D'accord? Donc c'est automatiquement synchronisé. Voilà, c'est assez simple, mais ça prépare la venue complète de l'actif-actif dans la 6.4, prochaine version. Vous aurez la partie load balancing qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, si vous avez déjà le balancer, très bien, pas de souci. Ensuite, l'API. L'API, je l'ai déjà montré lors du webinaire précédent en 6.2, donc je vais la remontrer, mais assez rapidement, pour ceux qui n'étaient pas présents. On a continué à la faire évoluer. Alors, je vais vous montrer de suite. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir créé une surcouche API en REST-JSON, justement pour la facilité d'utilisation, au-dessus de la couche SOAP, qui est de base dans le produit. Voilà, donc ici vous avez une interface de démo pour être capable de jouer avec les tunnels et les reverse proxy. Mais on a fait évoluer l'API en 6.3 pour être capable de jouer également sur les appliances. Voilà, décider si telle appliance devait devenir le manager, etc. par exemple. Donc là, je peux typiquement questionner. Alors, il va falloir que je me délogue. On n'a toujours pas, en revanche, le multi-admin. Mais, et là, c'est un scoop. Le multi-admin va arriver en 6.5. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le moment, il n'y est pas. Donc, si je veux utiliser l'API, il ne faut pas que je sois connecté en même temps sur la GUI. Voilà, donc je fais une simple requête de get sur mon tunnel DVWA et il m'a ramené l'ensemble de la configuration du tunnel en question. Je peux créer un nouveau tunnel, je peux le supprimer, etc. On va le faire rapidement. Et je prends le même workflow, je crée un tunnel additionnel sur telle appliance. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler test. Je vais donner le workflow qui va bien. Je choisis le reverse proxy sur lequel je souhaite le mettre. Je lui donne un server name, ou pas, je ne suis pas obligé. Une interface d'entrée, on va dire celle-là. Un port d'entrée, et évidemment la partie backend. Voilà, vous voyez, il m'a créé mon tunnel, donc je vais retourner dans l'API, dans la GUI pour la prochaine démo. On retrouvera ce tunnel test qui a été créé par l'API. Ça vous permet d'automatiser des tas de choses. Toute la partie SSL est comprise dans l'API. Vous pouvez uploader vos certificats SSL, les mettre à jour, tout ça par API. Beaucoup plus simple. Voilà. Alors, l'API peut être installé sur une machine Linux autre que la box.
Ensuite, Application Fingerprinting. Là, pour le coup, je vais garder un peu de temps pour le reste des démos. Je ne vais pas vous la refaire. Je pense que vous l'avez déjà vu X fois. C'est la capacité d'identifier le type de back-end lorsque vous créez une application, un tunnel. Vous créez un tunnel, vous utilisez le wizard, et par défaut, il va utiliser la fonctionnalité qu'on appelle l'Application Discovery ici. Et donc, le WAF va lancer quelques requêtes au niveau du back-end pour déterminer si c'est du WordPress, si c'est du Joomla, etc. Donc, vous avez une liste ici. Elle n'est pas complète parce que le screenshot est coupé, qu'on met à jour régulièrement sur le type de CMS ou de backend qu'on est capable d'identifier et pour lesquels on fournit un workflow, une politique ICX prédéfinie. Donc ça aussi, ça fait partie de l'automatisation. Voilà, il suffit... on a gagné du temps. On a gagné un peu de temps. Application Learning et validation de paramètres. Utiliser la sitemap. Donc la sitemap pour les gens iSuite, c'est la suite de la Focus Table, c'est le remplacement de la Focus Table. Et pour les gens Airweb, c'est l'équivalent de la liste blanche de e-access. On a un mode d'apprentissage, comme je vous disais tout à l'heure, que je vous ai présenté déjà dans la 6.2, qui vous permet de générer une sitemap en fonction du trafic réel, mais évidemment en mettant une condition pour n'apprendre que les requêtes faites par quelqu'un de confiance. Donc ça, on a ajouté, vous verrez, la partie valeurs et paramètres qui n'était pas présente dans la sitemap dans la version 6.2. C'était une sitemap simplement sur les URL. Donc on va dire niveau 1. Identification des vulnérabilités. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais le format Swagger, le Swagger c'est vraiment on peut dire que c'est une liste blanche de votre application et de votre API, tout simplement parce que c'est un format de fichier en JSON qui va décrire l'ensemble de votre API, par exemple, les URL, les méthodes autorisées, les valeurs, les paramètres, le type de paramètres, est-ce que les paramètres sont requis ou pas, etc. Le Swagger est de plus en plus utilisé. Prenez Twitter ici, Swagger, on le verra, parce que j'utiliserai justement leur Swagger tout à l'heure. Instagram aussi, beaucoup de gens qui publient leur API, qui la documentent. Un fichier Swagger en soi, vous avez des tas d'outils pour le générer automatiquement en fonction de la documentation. Si vous avez une documentation associée à l'API, dans la documentation, vous avez toute la liste des paramètres, des valeurs, de ce qu'il est possible de faire avec l'API. Donc si la documentation est correcte, vous pouvez générer un Swagger de manière assez simple. Donc le Swagger, nous, on va l'utiliser dans le WAF pour générer une sitemap automatiquement. Si vous n'en avez pas, on vous propose d'en générer un, soit par les langues d'apprentissage, dont je parlais juste avant, soit en utilisant le scanner de vulnérabilité. Effectivement, je vais vous montrer dans la partie scanner de vulnérabilité, on va y aller justement, on va changer d'interface. Voilà, ici je suis sur Vulnerability Manager, je vais me loguer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la VM, c'est la machine centrale pour être capable de générer vos scans d'application de manière automatique ou pas, ou ponctuelle. Donc ici, vous voyez, dans mon inventaire de parc, je n'ai pas grand-chose pour la démo, mais j'ai le site qui m'intéresse, DVWA, en tant que site web. Ici, vous avez un champ Swagger qui a été généré. Avant la démo, j'ai fait un scan de mon site et détecte, lors du premier scan d'un site, il va vous générer un fichier Swagger qui décrit tout ce qu'il a trouvé sur le site, les URL, les paramètres, etc. Donc soit on utilise ce fichier Swagger et on l'importe dans le WAF, et là on a automatiquement la sitemap, soit le Swagger existait d'avance, il a été fait soit par les gens du développement, soit par les gens de la documentation, et puis vous pouvez l'utiliser directement ici dans le scanner pour ne pas qu'il ait besoin de crawler l'ensemble du site,
Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Au niveau de l'analyse, si je décide maintenant d'analyser une seconde fois mon site, je peux lui dire, hop, d'utiliser le Swagger qu'il a déjà généré ou que j'ai importé ici. Si je ne coche pas le crawling supplémentaire, il va, en plus du Swagger, continuer à faire du fuzzing, typiquement, essayer de découvrir d'autres URL, et s'il les trouve, il va enrichir le Swagger. D'accord? Donc si vous mettez à jour votre API, Detect serait capable de trouver des modifications et de mettre à jour le fichier Swagger. Et donc après, incorporation dans le WAF, et vous avez du coup la sitemap correspondante. Là encore un moyen d'automatiser un process de validation qui pourrait, qui traditionnellement passe par de la documentation et voilà, qui n'est pas forcément faisable quand on est en mode rapide, en mode agile. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous voyez que tout est lié. Hein. Vous avez le développement de l'API, sa documentation au fil de l'eau, et puis derrière, il y a tout qui s'enchaîne. Vous avez le fichier qui va bien, le fichier Swagger. Alors, on ne s'exclut pas de supporter d'autres formats à l'avenir. Vous pouvez créer aujourd'hui une sitemap soit avec un fichier Swagger, soit avec une sitemap, simplement de type Google, soit avec des logs Apache. Mais Swagger reste le plus flexible. Validation et patching virtuel. Donc là, je vais vous montrer justement l'import du Swagger dans une sitemap. Et puis aussi l'incorporation d'un rapport de vulnérabilité sur une application sur un ICX pour vous générer l'ICX qui correspond exactement à votre application et ne pas ce qui améliore les performances évidemment, puisque vous ne passez pas les différents flics dont vous n'avez pas besoin. Alors je vais vous montrer. Alors, je vais me reconnecter sur mon interface. Hop. Alors, typiquement au niveau sitemap, je vais ajouter une sitemap que je vais appeler justement Twitter. Par défaut, évidemment, elle est vide. Donc, soit vous la remplissez avec les logs d'apprentissage, soit avec les logs Apache, soit un fichier Swagger. Je vais aller chercher mon fichier Swagger qui est fourni par Twitter. Voilà. Et là, vous avez l'API Twitter en version 1.1 qui est là. Et donc, les différentes requêtes possibles via l'API et méthodes. Si je veux connaître les paramètres en question, typiquement, il doit y avoir un user quelque chose, list number, je regarde vite fait, mais on va prendre un peu user. On va prendre celui-ci, un post. Voilà, vous voyez que sur cette requête-là, pour apporter le spam d'un utilisateur, vous avez une requête de type post qui est autorisée, qui contient 2 paramètres. Si je le détaille, je l'ai ici. Les 2 paramètres en question, qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas requis, sont de type string et doivent être contenus dans la query. Son user ID, screen name. Tous les champs entre accolades comme ça, ce sont des champs dynamiques. Typiquement ici, l'ID, il est dynamique. Ce n'est pas une URL fixe. Et vous pouvez mettre des expressions régulières, évidemment, pour définir le pattern associé. Donc ça, c'est la principale nouvelle fonctionnalité dans la partie 6.3, l'ajout des paramètres et des valeurs dans le mode d'apprentissage et puis l'extraction de l'API, enfin du Swagger plutôt. Au niveau virtual patching, ça va plus se passer au niveau de l'ICX. Si je prends typiquement un ICX qui est vide, hein, pour l'instant, si j'applique cet ICX, alors pour les gens Airweb, ICX c'est l'équivalent de la blacklist. Hein. Si j'applique cet ICX sur un nouveau tunnel, mis à part la règle autoroute ici, qui autorise tout, je n'ai pas de règles négatives qui vont bloquer. Donc autrement dit, je fais juste une passe-plat, je suis juste reverse proxy. Je fais un scan de mon application à travers Detect. Je vois effectivement les vulnérabilités qui sont remontées.
et je vais exporter le rapport XML que je vais réimporter ici dans mon ICX. Vous voyez qu'il va me créer automatiquement les règles qui correspondent aux vulnérabilités qui ont été trouvées par Detect. D'accord? Ça veut dire que là, vous avez exactement le nom de pattern à vérifier face à notre application. On n'a pas de, par exemple, LDAP injection, parce que derrière, il n'y a pas de LDAP. Ça ne sert à rien de dépasser, quoi. C'est de l'optimisation au niveau ici. Si vous faites votre scan de manière régulière, peut-être pas tous les jours, mais pourquoi pas, hein. Si vous prenez Amazon qui met à jour, qui met en ligne en production une nouvelle version de leur API toutes les 3 minutes quand même, il va falloir mettre ça toutes les 3 minutes à jour. Et c'est faisable. Donc c'est un peu le but du jeu. Voilà pour la partie virtual patching. Alors, on a dans l'intégration des moteurs AirWeb pour permettre la migration et apporter de la sécurité à la partie suite. On a intégré dans la 6.2, vous vous rappelez, la partie blacklist et scoring list, et surtout la partie canonicalisation, normalisation si vous voulez, tout ce qui est désencodage pour vérifier que les requêtes ne sont pas offusquées ou trop offusquées, avant de les passer aux différents moteurs de sécu. Aujourd'hui, dans la 6.3, on a ajouté 2 moteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont l'injection SQL et pass traversale. Et surtout, on a généré des nouveaux logs de sécurité. Alors là où ça va être important, ce que je vais vous montrer pour les personnes I-Suite, c'est que dans la version 6.4, y compris les logs ICX, auront ce format-là. Aujourd'hui, dans la 6.3, ils restent de manière standard. Dans la 6.4, ils auront exactement le même format que je vais vous montrer ici, qui sont plus basés sur les tokens, et vous verrez que ça facilite grandement la gestion des faux positifs. Je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc ici, on a un moyen de générer, si jamais une requête match plusieurs moteurs de sécurité, parce que le but du jeu, c'est d'en avoir plusieurs, on ne peut pas tout bloquer avec de l'ICX, d'être capable de sélectionner plusieurs alertes et puis de simplement avoir un bouton résolve pour tout résoudre. Tout en restant très précis, hein, c'est-à-dire sur les RL, sur plein de conditions pour être très précis sur l'exception mise en place. Je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus parlant. Alors ça, je vais supprimer. Je vais utiliser mon application DVWA. Alors je vous montre le workflow rapidement. Il est là. Voilà, le workflow il est là. Vous avez une nouvelle brique qui s'appelle Security Engine qui vous permet, alors vous avez toujours la brique ICX, etc. Mais à partir de laquelle vous allez pouvoir décider quel moteur de sécurité vous allez utiliser. Donc là, typiquement, vous voyez, je n'utilise pas l'ICX, j'utilise son pendant AirWeb qui est la blacklist et surtout la scoring list. Qui est obligatoire. À partir du moment où vous activez un des deux, vous avez forcément de la normalisation, comme je vous disais, vérification de l'encodage avant de le passer aux différents moteurs de sécurité pour ne pas analyser des choses qui sont offusquées. Ça ne sert pas à grand chose, il faut déjà faire ce travail-là avant. Donc là, vous voyez, c'est que la scoring list et la blacklist. On va faire deux, trois requêtes. On va utiliser, voilà, mon application ici. Je vais faire un XSS sur ce pseudo-forum. Hop, je suis bloqué, je reviens. Je vais le faire une deuxième fois pour vous montrer justement lorsqu'on résout l'exception qui ne fait pas les choses en double. Je vais faire une injection de commande. Celle-ci, hein, je ping l'adresse 127 et puis j'ai fait une deuxième commande qui est le fait de lire un TC password. Évidemment, ça ne passe pas. Et puis une petite derrière, un /bin//, je suis évidemment bloqué. Bon, tout ça, je suis bloqué par la blacklist et la scoring list. Si je regarde au niveau de mes alertes, pour les gens d'8, tout se passe là, parce qu'ils utilisent ICX. Pour les gens AirWeb et futurs I-Suite, tout se passe là. Denial-WAF, pardon, tout se passe là. Dans la partie Security Logs. Donc dans la 6.4, les ICX seront également dans les Security Logs.
le format qui est là est différent. Si par exemple, vous voyez, je retrouve mon cross-site scripting, mon XSS, alors je l'ai 4 fois parce que j'ai fait la requête 2 fois, et à chaque fois, elle est bloquée et par la blacklist et par la scoring list. D'accord? Ensuite, j'ai mon injection de commande avec le ping qui est seulement bloqué par la scoring list, vous voyez, québécois, l'importance de la scoring list, et puis mon build SH qui est bloqué par les deux. Vous avez dans la partie en dessous, typiquement pour, je sais pas, voilà, l'injection de commande avec le ping, vous avez évidemment un résumé pour vous dire où ça s'est passé, quel moteur a bloqué, etc., sur quel tunnel. Vous avez surtout les tokens, c'est ça qui était dans Airweb et qu'on a apporté dans la partie BAWAF, qui identifie très précisément, vous voyez, il y a une dizaine de tokens, l'attaque en question. Donc vous avez évidemment la catégorie, une note, un risque, la partie de la requête qui a matché, etc., etc. Et puis évidemment les ID de la scoring list qui ont bloqué. Vous avez évidemment la partie leader, la partie cookie, et puis la requête en elle-même, le post. Donc vous avez tous ces détails-là. Maintenant, si je résoute tout ça, je sélectionne tout, je clique sur Resolve, et il va tout me résoudre. Alors vous voyez ici, résolu, en fait, il m'a mis 5 exceptions et pas 7, alors que j'ai 7 lignes, tout simplement parce que j'ai fait 2 fois le même XSS. Donc au final, vous voyez, il y en a 2 sur lesquels il ne met pas les exceptions, ce qu'il a déjà fait juste avant. Alors, je vais vous montrer comment ça se traduit dans les politiques. Vous voyez, quand derrière la brique Security Engine, j'ai une brique Security Exception Management qui va utiliser un profil. Le profil en question, il est là. Et là, je me retrouve avec les 5 auto-resolve qui viennent d'être ajoutés dans mon profil d'exception sur mes différents moteurs. Après, vous pouvez aller dans le détail, vous pouvez résoudre des choses à la main aussi. Mais là, typiquement, vous voyez qu'on reste très granulaire et très précis. Ici, l'exception, elle est sur ce chemin-là, en utilisant ce step-là, et les tokens dont je vous parlais, pour identifier le pattern en question. Donc là, vous faites le play, et puis là, c'est pas conseillé, vous laissez passer ces choses-là, qui évidemment sont pas à laisser passer. C'était vous l'avez compris, pour la démo. Voilà. On va peut-être passer sur cette partie-là, Guillaume, parce qu'on est un petit peu en retard. Okay. Tu veux dire un mot quand même dessus? Oui, on a les security logs sont également maintenant portés dans la partie Kibana, qui n'était pas en 6.2. Donc là, évidemment, on a un nouveau dashboard avec le nombre d'attaques. Vous voyez des exemples ici qui sont enrichissants. Voilà. Tu en as déjà parlé, mais on va en parler juste quelques minutes. Oui, alors les nouveaux moteurs de sécurité, vous avez vu dans la brique que je vous ai montré, Security Engine, on avait la possibilité d'activer SQLisec et passe traversal. Ce sont 2 moteurs particuliers d'Airweb qu'on a apportés dans la version 6.3. Dans la version 6.4, vous en aurez 3 nouveaux. Surprise, mais ces 2-là nous ont semblé les plus importants et les moins risqués en termes de faux positifs, clairement. Le passe traversal, va bloquer beaucoup de choses, beaucoup d'obfuscations qui sont faites sur ce type d'attaque et qui peuvent simplement pas être bloquées par de simples expressions. Donc ça marche avec du sandboxing. La partie SQLisec, pareil, c'est contre tout ce qui est offuscation, bypass de simples règles de blacklist, d'expression régulière. Donc là, c'est d'ailleurs basé sur la grammaire du langage SQL qui reste le même. Et donc on identifie du SQLi à partir de la grammaire. Et à partir de là, on ne va pas forcément bloquer, on va déjà regarder si la requête SQL est valide, si elle a un sens ou pas, et après on va décider de bloquer. Donc ce sont 2 moteurs recommandés et qui ne peuvent que ajouter à la sécurité de vos sites sans risque. Shadage des moteurs de sécu, ça c'est l'édition de la Wave Security Engine dont je vous ai montré, qui est simplement un sous-workflow. Lorsque vous l'éditez, vous avez ça. Donc là, vous voyez l'exemple,
Est-ce que j'utilise ici X? Oui, bon, bah, je mets est-ce que j'ai un blocage? Dans quel cas je mets à jour un attribut. Ensuite, j'ai la partie canalisation pour préparer tous les moteurs Airweb, que ce soit SQL, passe transversal, story blacklist. C'est vraiment le chaînage, tout est mis dans un SAMS workflow qui sera à défaut par la suite le workflow par défaut. Voilà. Super, merci Guillaume. Alors, en guise de conclusion, on a vu que la sécurité applicative, c'est des enjeux qui sont critiques, qu'il faut pouvoir intégrer la sécurité dans les process, parce que sinon on prend le risque que les développements agiles soient inefficaces. Donc, en allant trop vite et en faisant un peu l'impasse sur la sécurité, on rend ces efforts moins efficaces. On a vu comment on peut utiliser les fonctions d'automatisation qu'on a intégrées dans les produits Denial WAF et Vulnerability Manager pour aider les équipes DevOps à atteindre cet objectif de time to market, de capacité de réagir rapidement, d'intégrer complètement la sécurité dans les process, donc avec l'analyse des vulnérabilités, la création de la politique de sécurité, la vérification que une fois qu'on passe en mode qu'on a intégré les vulnérabilités dans la politique de sécurité, on a une politique qui est plus efficace, les capacités d'industrialisation avec l'API, etc. Et puis de surveillance et de rémédiation des vulnérabilités qu'on vient de voir. Et donc, concrètement, vous avez avec Denial WAF 6.3, donc qui va continuer à évoluer dans les semaines qui viennent, une plateforme qui se rapproche des besoins d'automatisation tout sans sacrifier la sécurité. Donc, on est à la fois en train de vous apporter toute la profondeur et la capacité à adapter votre politique de sécurité à vos besoins, qui peuvent être sur certaines applications d'augmenter la performance, l'efficacité de la sécurité, et pour d'autres d'être beaucoup plus en mode, monitoring, et d'être capable cependant d'automatiser les tâches. Donc ce slide résume l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qu'on a évoquées. On va passer rapidement là-dessus pour prendre un petit peu vos questions. Juste en rappel, on est sur une roadmap générale qui est à plusieurs vitesses. On a fait évoluer à la fois la plateforme Denial WAF ces dernières années avec 3 versions, la 6.3 qui sort aujourd'hui ou lundi, qui inclut de nouveaux moteurs issus de Airweb, l'API d'orchestration, la tokenisation comme on l'a vu, et le support de la HTTP2, on n'en a pas parlé. Oui. Mais ça fait partie des fonctions de la 6.3. Il y a la 6.5 de Vulnerability Manager qui sort dans quelques jours aussi. Tout ça pour rappeler que la plateforme est en évolution rapide pour vous aider à intégrer ces outils dans vos process si vous êtes en mode agile ou lorsque vous envisagerez de passer en mode agile pour pouvoir tirer profit de tout ça. Et donc un aperçu très rapide de la roadmap, des étapes prochaines de la roadmap, c'est les mêmes que celles que vous connaissez, avec donc la 6.4 qui sortira avant l'été, on va dire, si tout va bien, avec de nouvelles fonctions, notamment le support de l'active-actif, de la HA active-actif, intégration avec un HSM, le support d'OpenID, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le pooling mode pour un certain nombre de clients Airweb qui ont adopté cette architecture, et puis avec une version 6.5 d'ici l'automne, qui sera en fait la version, on va dire, finale de la version 6, de la plateforme 6, sur laquelle on partira vers un support long terme, avant d'enchaîner sur la nouvelle génération, la version 7, en 2018. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, on sera ravis d'y répondre. Okay. Mais on poursuit nos objectifs d'intégration pour répondre à vos besoins et être
Alors, je vois une première question là. Ouais. Qu'en est-il du support de WebSocket? WebSocket est supporté déjà dans la partie des Dynamo WAF, et il me semble même dans la partie suite depuis la 5.5.11 de mémoire. Alors le support, on ne fait que du proxy sur cette partie-là. L'ICX ne passe pas dans les flux WebSocket, et on n'apporte pas de sécurisation basée sur les expressions régulières ou ce genre de choses. On ne va pas dans l'analyse de flux. En revanche, vous avez le workflow, donc vous avez vos briques de décision. Vous allez prendre des décisions toujours en fonction de tel ou tel élément. On a une autre question là, Guillaume, sur X509. Est-ce que ça évolue depuis la version 5.5? En particulier le contrôle d'authentification du certificat client si on n'utilise pas le module WAM. Alors, le contrôle d'authentification du certificat client, je vois pas en 5.5. Non, il n'y a rien qui a changé là-dessus par rapport à la 5.5 en version 6 aujourd'hui. Si vous avez des besoins particuliers de modification sur cette partie-là, l'authentification peut se faire différents moyens. Aujourd'hui, ça reste. On n'apporte rien par rapport à ce que peut faire Apache de base, que ce soit via les directives SSL required ou ce genre de choses. Tout ça, on le fait de base, on n'apporte pas de notification supplémentaire. Donc moi, je suis preneur de ce que vous souhaitez voir en plus. Ce que vous avez compris, on n'est pas à la prochaine, c'est pas la 6.5, donc c'est pas la finale. S'il y a des choses qui vous intéressent, c'est le moment. Une autre question sur le clonage du tunnel. Donc confirmation qu'il faut quand même créer l'IP au préalable. Alors, très bonne remarque. Effectivement, il faut avoir l'IP, sinon elle n'est pas listée. Pourquoi pas, tout à fait, créer, c'est quelque chose qui ne me paraît pas très, très sorcier à développer. Le fait de rajouter l'IP, alors après vérification, parce que je ne pourrais pas non plus avoir un champ qui me permette de mettre une IP qui existe déjà. Pardon. Donc être capable de gérer toutes ces petites vérifications, mais oui, très bonne remarque. Y compris pour les reverse proxy, pourquoi pas. Je ne fais pas la reverse proxy, je propose d'en créer un, etc. Une autre question, est-ce que le chaînage de multiples moteurs de sécurité risque d'impacter la performance? Alors, ça c'est une évidence, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous rajoutez de la sécu, vous potentiellement baisser en performance, ça il n'y a pas de secret. C'est une des raisons aussi pourquoi on a décidé d'intégrer les solutions, enfin une solution HSM dans la 6.4. Ceci dit, on a fait pas mal de tests au niveau de la R&D avec beaucoup de requêtes dessus. On pourra vous fournir les résultats. On a des tests en fonction de j'utilise seulement l'ICX, j'utilise justement tous les moteurs, et puis je fais aussi la réécriture et puis des tas d'autres choses dans mon workflow. Je dirais que ce n'est pas forcément les moteurs qui vont vous prendre le plus de temps, puisque vous pouvez décider de les activer sur tout ou sur une partie du site. Certains ne seront pas forcément. Vous voyez, il y a un moteur qui arrive à 6.4 qui est command injection, spécifique à ce type d'attaque. Ça ne sert à rien de le mettre sur l'ensemble du site. Si vous n'avez pas un champ où derrière il y a un appel système qui est fait, ça ne sert à rien de le mettre. Donc il faut être assez précis. Maintenant, si vous activez tout, par défaut, les 5 moteurs qui existent aujourd'hui, la baisse de performance, s'il y en a une, est relativement faible. Et même question sur les faux positifs. Oui, on augmente le risque de faux positifs, mais en même temps, on a fait en sorte que la gestion des faux positifs soit centralisée. Donc soit centralisée, soit plus simple. Et surtout, ce n'est pas des nouveaux moteurs. C'est des nouveaux moteurs pour Denial WAF. Et pour Airweb, ce sont des moteurs qui sont là depuis 4-5 ans. Donc au début, oui, on a eu pas mal de faux positifs sur certains. Et voilà, tout ça, c'est au bout de 5 ans d'expérience on les a intégrés et de trafic. Les risques de faux positifs ont été. Voilà.
on vous garantira jamais à 100% pas de faux positifs, ça n'existe pas. Il y a toujours des cas, mais voilà, c'est très limité aujourd'hui. Bon, on va répondre à cette question-là sur la différence entre l'import du Swagger et le result de requête Blacklist Scoring List. Est-ce que tu comprends la question? L'import du Swagger et le result de requête. La différence entre les deux méthodes. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. Le Swagger, c'est vraiment pour valider les requêtes, pour qu'elles soient conformes au format du Swagger, tout simplement. C'est vraiment de la liste blanche. La blacklist pour list, là, on est dans la partie liste noire, qui n'exclut pas. Clairement, c'est pas parce que vous mettez un fichier Swagger, les deux sont complémentaires. Vous mettez un fichier Swagger, si le fichier Swagger vous dit que vous avez le droit d'envoyer tel paramètre avec telle valeur sur tel URI, ça n'exclut pas que dans cette valeur qui est autorisée, qui est limitée, mettons, à 20 caractères, dans 20 caractères, vous pouvez mettre une attaque. Et derrière, il faut aussi un système de blacklist sur les requêtes qui sont autorisées par la sitemap. Donc on a les deux avantages. Autre question, et puis après je pense qu'on va en lâcher là. Une amélioration sur le debug des logs pour la partie uncheck SSL. Peut-on envisager un jour avoir un outil intégré type HLLab qui pour mieux comprendre les problèmes en cas d'authentification forte avec nos clients? Problème de CFA. Oui, alors on a, je pense que vous savez d'où vient le workflow dont je vais vous parler. On a un de nos consultants qui fait pas mal d'interventions, je pense que vous connaissez tous au niveau ici, qui est en plein développement justement d'un workflow de ce type-là, qui permettra exactement ce que vous dites, d'identifier précisément ce qui ne marche pas lors d'un check SSL avec un client, avec le certificat d'un client, ou pas forcément lors d'une attente par certificat client, mais simplement dans un échange SSL. Très bien, écoutez, merci. Il est 10h37, on a pris plus de temps que prévu. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je préviens ceux qui écouteront ce webinaire après coup que malheureusement j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement sur la partie la moins intéressante qui était celle de l'intro, mais néanmoins la démo a été enregistrée, donc vous pourrez retrouver l'enregistrement dans quelques jours sur notre site web. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à cette session et très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir.